Les technologies anti-Covid font le show aujourd'hui dans Smart Tech. On se posera notamment la question si elles sont suffisamment mises en lumière et peut-être sont-elles un petit peu trop négligées dans les solutions de voie de sortie de cette crise sanitaire. On en parle en tout cas avec Franck Mouton, président de France Biotech, association indépendante qui fédère les entrepreneurs de l'innovation dans la santé et leurs partenaires experts. Et vous êtes également président de TerraNexus, qui est une société biopharmaceutique qui développe des candidats médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux central. Autour de la table avec nous, Alexis Perrol, directeur général d'Ose Immunotherapeutics, une biotech qui travaille sur la recherche et le développement en immunologie. Et puis nous avons en visio Frédéric Suan, PDG de Calimède Santé, un éditeur de logiciels médicaux en ligne centré sur l'amélioration de l'expérience du patient et du professionnel de santé. Alors bonjour à tous. Bonjour. Franck Mouton, que diriez-vous du niveau d'engagement des entreprises françaises innovantes sur la santé en ce moment dans cette situation pandémique ? Alors, dans la situation de la crise sanitaire, on peut déjà se féliciter de l'engagement des entrepreneurs puisqu'il y a une centaine de solutions qui sont en développement pour essayer de résoudre la crise sanitaire, que ce soit les vaccins, que ce soit les thérapeutiques, que ce soit les solutions diagnostiques et aussi toute la partie e-santé qui s'est fortement mobilisée, on l'a vu avec la téléconsultation en plein confinement où ça a explosé complètement et donc on est passé sur cette révolution-là. Donc déjà, une centaine de solutions développées par des entreprises françaises. Qui ont démarré au moment du début de la crise. Exactement. Covid-19. Au moment du début de la crise et en particulier pendant la période de confinement. Est-ce qu'on a des exemples, parce que vous avez cité un petit peu d'éléments de différents bouts de la chaîne sanitaire, est-ce que vous avez des exemples de mobilisation à nous citer peut-être, que ce soit un peu plus concret ? Il y a Alexis qui est présent et qui est une figure emblématique du développement du vaccin. Donc voilà, sur les vaccins, je le laisserai en parler. Sur la thérapeutique, on a aujourd'hui un certain nombre de solutions. Donc il faut bien voir les choses aujourd'hui avec le niveau d'incertitude qu'on a sur la gestion de cette crise sanitaire et son évolution. On voit effectivement que la lumière est portée sur tous les vaccins qui sont aujourd'hui disponibles pour être proposés à la population. On voit aussi apparaître un certain nombre de variants du virus et où il y a un certain nombre d'incertitudes sur la couverture vaccinale. Et sur cette population générale, un certain nombre de personnes vont continuer à développer des signes, à rentrer en réanimation et éventuellement avoir des risques de morbidité ou de mortalité. Et donc les traitements aussi, l'arsenal thérapeutique, pour pouvoir prendre en charge de façon spécifique cette maladie, c'est impératif d'en disposer aujourd'hui. Aujourd'hui, les traitements sont uniquement des traitements symptomatiques de la réanimation. On n'a pas de traitements qui sont spécifiques de la maladie. Et là, la France est particulièrement en ligne là-dessus, très très bien placée dans l'environnement international, avec une quinzaine d'entreprises. On pourrait en citer quelques-unes, comme Abivax, Inotrem, on a également Fabentech, on a Xenotera, avec des approches d'immunité passive, et qui permettent, dans le contexte de l'infection où vous avez une inflammation très forte des poumons au moment où l'infection démarre. Vous pouvez ensuite, lorsque cette inflammation prend un tournant qui est trop grave, aller vers des formes extrêmement sévères de la maladie. Et là, ces traitements agissent sur cette réaction inflammatoire de façon très spécifique, liée justement à la réplication de ce virus. Et ces traitements-là, on a aujourd'hui... Ils sont disponibles, ils sont utilisés aujourd'hui. Alors, ils vont être disponibles. Ils sont en cours de développement. Vous savez très bien que développer un médicament, ça prend beaucoup de temps. Et on a été surpris parce que finalement, les durées ont été drôlement raccourcies et courtées. Il y a eu effectivement beaucoup d'efforts. Il faut donc saluer les entrepreneurs qui, là-dessus, ont trouvé tout moyen pour accélérer, évidemment en lien avec les autorités réglementaires. Mais là, quand on regarde ces entreprises, ce qu'elles annoncent, entre fin 2021 et courant 2022, c'est la disponibilité de ces traitements pour les patients. Et enfin, il y a le diagnostic aussi. Donc, beaucoup d'entreprises françaises se sont mobilisées. Et aujourd'hui, ces outils diagnostiques servent aussi à manager la vaccination. Je m'explique, c'est-à-dire que... Diagnostic, c'est-à-dire en amont ? En amont, pour ceux qui effectivement, comme on l'a vu, tous les tests antigéniques qui étaient disponibles partout, dans les pharmacies, etc. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui se mobilisent pour pouvoir tester les gens qui ont reçu la première dose de vaccin pour essayer de voir s'ils ont une bonne réponse
à ce vaccin et essayer de dire à quel moment il serait idéal de donner la deuxième dose. Donc vous voyez qu'on est vraiment là-dessus. Et puis enfin, je parlais des solutions de e-santé aussi. Et là, donc, ça a été une explosion. Il y a plus de 400 projets en France qui se sont mobilisés à tout niveau pour faire de la téléconsultation, du télésuivi, pour faire en sorte que les patients qui sont à risque, qui sont atteints de maladies chroniques par exemple, maladies pulmonaires, diabète, etc., cancer, que tous ces patients-là qui avaient un risque d'être exposés au Covid et qui ne devaient pas arrêter leur prise en charge thérapeutique de leur maladie, ces solutions de e-santé ont apporté un certain nombre de solutions sur le terrain. Aujourd'hui, on estime qu'il y a près de 100 000 patients qui ont déjà bénéficié de ces solutions directes pour leur prise en charge. Bon, on voit que ça bouge. On va s'intéresser justement à la question du vaccin, Alexis Perol. Vous avez travaillé sur un vaccin contre la Covid-19 et ses variants. À partir de quand ? Quand est-ce que vous vous y êtes mis ? En fait, on s'y est mis en février et mars dernier, en 2020, puisqu'on a en fait un vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon qui a montré des résultats très intéressants. Et on s'est dit, cette technologie doit pouvoir être utilisée contre la Covid-19 et contre ce virus en particulier, en essayant de se positionner, se disant, on peut amener quelque chose de différencié par rapport à ce que font les grosses pharma comme Pfizer, comme AstraZeneca, et en travaillant et en ciblant 11 protéines du virus, et donc pas seulement la fameuse protéine Spike, qui est celle qui est ciblée par les premiers vaccins, parce qu'on sait et on savait qu'un virus, ça mute, et donc il faut anticiper ces nombreux variants. Et donc c'est comme ça qu'en février-mars... Ce que vous dites, c'est qu'il y a un an déjà, les laboratoires se sont mis à travailler sur le vaccin, et vous vous êtes dit, on va nous travailler directement sur le variant ? Enfin, les variants possibles. Oui, on s'est dit, quand vous avez une société comme la nôtre qui est très innovante, certes, mais qui n'a pas la puissance de feu de Pfizer ou d'AstraZeneca, vous ne pouvez pas essayer de les prendre de vitesse en disant on va être meilleur qu'eux ça ne va pas être possible. En revanche, vous pouvez faire quelque chose d'un petit peu différent et qui va être nécessaire et complémentaire. Et donc c'est exactement comme ça qu'on s'est mis à travailler sur notre vaccin. Et on peut travailler sur des variants avant même qu'ils n'arrivent, qu'ils n'existent. En fait, vous ne travaillez pas sur les variants, vous travaillez sur les protéines qui vont muter. Et donc, en ayant l'arme qui sont des lymphocytes T, qui sont en fait, c'est les fantassins du corps humain. C'est ça qui va attaquer les cellules infectées, mais il faut les éduquer. Et donc, en se disant qu'on va leur apprendre à reconnaître 11 protéines du virus et pas seulement la protéine Spike, et en particulier des protéines qui n'ont pas muté en fait depuis le SARS et depuis le MERS. Donc, en fait, ce sont les mêmes depuis 17 ans qu'on retrouve dans ces coronavirus. Eh bien, on s'est dit on va avoir un vaccin qui va pouvoir être prêt pour les variants et pour les mutations. Il s'appelle comment alors votre vaccin ? Il s'appelle Covepit. Covepit. Et donc aujourd'hui, il est déjà disponible ? Non, on il a eu les accréditations ? Pas encore. On a déposé une demande d'études cliniques auprès de l'Agence française du médicament. Donc on devrait avoir le retour de l'ANSM dans les semaines qui viennent et on démarrera une phase 1-2 à ce moment-là. De test. On va donner la parole à Frédéric Sian, donc PDG de Calumet Santé. Vous, bonjour, votre actualité, c'est le lancement d'Easy Consent. Alors, vous travaillez, vous, donc, sur une plateforme, j'ai essayé de l'expliquer un peu dans le lancement, mais qui est dédiée au consentement numérique libre, éclairé, vous dites, des patients. C'est-à-dire qu'on va leur donner un maximum d'informations pour qu'ils soient bien en accord avec l'acte médical qui va être pratiqué. Vous estimez que c'est quelque chose de crucial aujourd'hui dans cette période, justement, de vaccination ? Oui, tout à fait. Bonjour déjà. Effectivement. Alors on a un petit écho. Effectivement, je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'informer correctement les patients. On a vu que les patients avaient besoin d'être rassurés sur l'ensemble des thérapeutiques, que ce soit les vaccins ou que ce soit effectivement les thérapeutiques qui vont être mises à disposition pour lutter contre cette crise sanitaire majeure. Et donc nous, notre objectif, comme on le fait pour l'ensemble des actes de soins, c'est de rassurer le patient, de permettre d'accélérer par exemple la vaccination dans ce cas-là, mais surtout de lui permettre de connaître l'ensemble des enjeux quand il va donner donc son consentement pour un acte de soins. Donc c'est évidemment sur les rapports bénéfices-risques, sur les suites, sur l'ensemble des enjeux. Voilà. Mais alors, je vais me faire un peu l'avocate du diable, parce que là, on a plusieurs vaccins qui sont disponibles. Ça veut dire que vous devez récolter l'ensemble des informations. Est-ce qu'on ne va pas perdre du temps, de l'efficacité, si à chaque fois, il faut expliquer précisément comment fonctionne tel vaccin avant de pouvoir passer à la vaccination massive qui est très attendue en France ?
Non, je pense qu'on peut, c'est une bonne remarque, je pense qu'on peut le faire en parallèle et le but c'est de co-construire avec les acteurs, mais les acteurs déjà qui mettent à disposition les vaccins, mais aussi les tutelles, pour permettre d'avoir cette information vulgarisée, comprise. À partir du moment où on communique bien sur le plus grand nombre et que les gens sont vraiment rassurés sur l'intérêt de thérapeutique ou d'une vaccination, ben, ça accélère fortement la vaccination. Maintenant, voilà, je veux dire, c'est des choses qu'on peut mener en parallèle, mais je pense qu'aujourd'hui le rôle et l'engagement du patient dans sa prise en charge est vraiment fondamental. Ça veut dire qu'on va comparer les traitements les uns avec les autres aussi. Ben, comparer, ça c'est plutôt, comme l'a dit un de vos interlocuteurs sur le plateau tout à l'heure, je pense que ce qui est important, c'est de mesurer effectivement aussi le suivi et de voir vraiment, d'établir en fait une relation de confiance entre le patient, le praticien et l'établissement, quand l'établissement de santé est concerné. Voilà. Alors là, on voit qu'avec Easy Consent, il va falloir jouer le jeu, parce que si on part sur cette idée qui est, je pense, vraiment d'actualité, de dire il faut donner un maximum d'informations aux patients pour qu'ils soient maîtres de son traitement, il faut qu'aussi les labos, tous ceux qui développent des nouvelles technologies, jouent cette transparence. Est-ce que aujourd'hui, ce n'est pas une pratique très courante dans le secteur de la santé ? Ah si, au contraire, je pense que c'est indispensable. Je pense que c'est un outil qui est absolument indispensable pour permettre aux patients d'adhérer aux solutions qui sont proposées. Et je dirais que quand vous voyez la diversité des quand je dis que ce n'est pas une pratique très généralisée, on est plutôt dans le secret médical, il y a les sachants et les patients de l'autre côté. Non, parce que quand vous avez la documentation qui accompagne la solution, qu'elle soit vaccinale, qu'elle soit thérapeutique, présente un certain nombre d'éléments qui sont clés pour que le patient puisse prendre sa décision aussi de façon éclairée. Et là, on est simplement en train de dire que c'est quelque chose qu'on met à disposition avec un outil. Mais quoi qu'il en soit, le consentement des patients, il est de toute façon indispensable. Et non seulement le consentement, mais l'adhésion. Et là, en l'occurrence, quand vous dites il va falloir être transparent, c'est absolument, c'est quelque chose qui est réellement en place. C'est les autorités réglementaires. Mais qui n'est pas facile d'accès, en tout cas, aux patients. C'est sûr que ces informations existent, mais elles ne sont pas forcément disponibles facilement. Tout à fait. Et en termes de compétition, puisque c'est aussi ça que vous avez mentionné, quand vous regardez, ne serait-ce qu'en France, la diversité des approches technologiques qui sont proposées, chacune a son propre positionnement. Chacune pourra adresser des sous-types de pathologies, des conditions de la maladie particulière. Donc là-dessus, au contraire, ça va aussi permettre de mieux cibler les traitements par rapport aux problèmes biologiques qu'on rencontre. Oui, et d'être davantage en confiance. Mais je ne crois pas non plus qu'il n'y aura pas une solution qui va fonctionner pour l'ensemble de la population. Donc il faut au contraire permettre d'avoir accès à beaucoup plus d'informations, de pouvoir comparer, analyser, faire évoluer. Tel le virus qui mute, il faut aussi que nous soyons capables de faire évoluer, parce que cette crise et l'ampleur de l'impact de cette crise est quand même extrêmement important, et il n'y a pas une société qui apportera la réponse. C'est vraiment un travail presque en commun, et on a vu beaucoup de sociétés qui ont commencé à travailler en commun au niveau pharmaceutique, même pour les vaccins, des sociétés qui combinent leurs unités de production pour s'aider. Donc il y a un changement qui est assez intéressant finalement avec cette crise. Alors, on va la jouer comme ça sur le plateau, cette transparence. Alors dites-nous quelles sont les technos innovantes que vous utilisez, vous, dans votre approche vaccinale. En fait, par exemple, on a la façon dont on a designé nos épitopes, donc qui sont les éléments qu'on injecte aux patients, été fait avec de l'intelligence artificielle. Donc on a, au lieu d'habitude, vous travaillez par exemple avec des souris, vous modifiez et vous passez 6 mois pour essayer de trouver les meilleurs épitopes. Là, ça s'est fait avec une société qui s'appelle Mapsilico, qui est notre partenaire, et on a pu donc en 2 semaines obtenir les meilleurs épitopes possibles et les modifier pour avoir la meilleure réponse immunitaire possible. Donc c'est typiquement quelque chose qui a été accéléré grâce à cette crise. C'est-à-dire de l'intelligence artificielle. Donc il y a des algorithmes qui ont tourné et qui vous ont permis d'ajuster les traitements ? Vous allez simuler des variants aussi ? Non, on fait ça aussi, et on a une personne chez nous qui passe ses journées à simuler les variants, à regarder si nos épitopes sont toujours bien ou pas impactés justement par ces variants, donc comment ça fonctionne. Donc on travaille beaucoup avec de la bioinformatique pour nous aider, et cette crise nous a poussé à accélérer là-dessus, accélérer nos investissements. On vient de faire un partenariat beaucoup plus important avec Mapsilico, cette fameuse société dont je vous parle, parce qu'on s'est rendu compte de l'intérêt et du fait que combiner notre savoir-faire biologique avec leur savoir-faire en intelligence artificielle allait pouvoir nous aider sur le vaccin, mais sur l'ensemble de notre portefeuille produit.
Très intéressant. Vous êtes un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, en représentant France Biotech. Quel type de collaboration existe en ce moment avec les pouvoirs publics français dans cette situation d'urgence? Alors, il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. Elle n'est pas la plus rapide, on l'a vu sur un certain nombre de sujets, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a vraiment des rapports très étroits avec eux pour essayer de co-construire dans ces conditions. On l'a vu avec cette diversité-là, de savoir comment ça va Il n'y a pas eu le s'agencer. réflexe technologique tout de suite, j'ai l'impression, Enfin, dans la gestion de la crise. non, il y avait de toute façon une urgence réelle de terrain à vacciner tout le monde. Et donc, il fallait trouver la solution qui allait toucher le plus grand nombre. Mais on voit aujourd'hui que ce n'est pas forcément la fin de l'histoire et qu'il y a besoin de cet arsenal. Et aujourd'hui, évidemment, les pouvoirs publics sont très attentifs à ces sociétés. Il y a un certain nombre de démarches qui ont été déjà initiées au moment de la première crise, on va dire, entre février et avril. La BPI a déclenché immédiatement 200 millions spécifiquement sur ces programmes-là. Agnès Pannier-Runacher a annoncé début février 300 millions supplémentaires pour pouvoir aller sur tout ce qui est production sur le territoire français de solutions qui seraient adaptées à ce type de virus et à ce type de crise sanitaire. Donc on voit que là-dessus, la machine est en marche. Et donc la machine a mis un peu de temps à se mettre en marche. Disons qu'on n'était pas en avance au départ et que maintenant, il faut rattraper ce retard et il faut faire en sorte que tout le monde collabore. Il faut un peu aussi soulager certaines contraintes administratives et réglementaires, comme on les connaît en France, et faire en sorte que ce soit beaucoup plus fluide. Je pense qu'il y a aussi un vrai besoin de renforcer l'expertise pour justement faciliter cette fluidité administrative et réglementaire. L'expertise du côté des pouvoirs publics. Du côté des pouvoirs publics. Et puis se donner aussi quelque chose qui aujourd'hui manque par rapport à d'autres écosystèmes. C'est-à-dire qu'on est capable de financer les parties amont, pas avec la profondeur qu'on espérerait par rapport à d'autres écosystèmes qu'on voit notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ce qui nous manque, c'est surtout le financement à la fin. C'est-à-dire que vous avez vu, il y a certains pays qui sont capables de s'engager pour acheter des solutions. Il existe une structure aux États-Unis qui s'appelle la BARDA et qui a vraiment cette vocation-là de dire j'anticipe éventuellement des crises sanitaires, j'anticipe des problèmes de santé pour la population américaine et je prends en charge des développements de rupture où je fais des paris. Moderna est l'exemple type, puisqu'il a été lourdement financé bien avant que la crise sanitaire apparaisse. Et en même temps qu'il finance la partie de recherche qui permet de disposer d'un arsenal technologique très large, il promet aussi l'achat à la fin, en disant si la solution marche, si elle répond à la question... Un secteur de recherche et développement, c'est absolument crucial. C'est crucial. Et on voit que ça a beaucoup de mérite. Ça a beaucoup de mérite parce que ça fluidifie beaucoup les interactions et ça permet aux entreprises aussi de sécuriser des financements privés. Parce que quand vous allez voir des investisseurs, et nous on est vraiment au cœur de cela, puisqu'on génère du chiffre d'affaires très très tardivement dans nos développements. Et donc il faut rassurer nos investisseurs. Et dans ce contexte-là, le seul aléa que les investisseurs prennent, le seul risque que les investisseurs prennent, c'est que la solution ne marche pas. Parce que si la solution marche, ils savent que de toute façon, il y aura un acheteur à la fin. Alors, Frédéric Sueur, je voulais vous faire réagir aussi là-dessus, sur le travail avec les pouvoirs publics. Est-ce que certaines technologies sont peut-être un peu délaissées, ignorées ou méconnues? Je pensais à Easy Consent, je crois que vous travaillez pour qu'elle fasse partie de l'application Tous Anti-Covid, par exemple. Oui, effectivement, c'est toujours difficile, malgré qu'on ait été élu, qu'on ait, je dirais, gagné le prix de l'application citoyenne dans les talents de la e-santé, donc organisé par l'ANS en décembre 2020. C'est toujours difficile parce qu'il y a des enjeux. Effectivement, aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est la vaccination. L'enjeu majeur, comme l'ont dit vos interlocuteurs, c'est de trouver des thérapeutiques pour pouvoir sortir de cette crise liée au Covid-19. Mais en attendant, nous, on essaye justement de donner le maximum d'informations vulgarisées au possible pour les patients, de façon que les patients comprennent bien les enjeux et vers là où on veut aller en termes de santé publique. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, notre but, c'est vraiment de co-construire avec les acteurs, mais également avec les tutelles. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça donne, vos démarches pour faire partie de Tous Anti-Covid ?
Bah, c'est compliqué pour le moment, hein. Je veux dire, on sollicite les tutelles, mais bon, on n'a peut-être pas, je dirais aujourd'hui la reconnaissance là aussi parce qu'on a une petite structure comme peut l'avoir Franck Mouton lorsqu'il parle au nom de France Biotech, par exemple. Mais donc voilà, donc on essaye petit à petit, je veux dire, avec des acteurs de terrain aussi, à commencer à travailler sur l'ensemble des contenus qu'on peut mettre à disposition des patients pour accélérer cette vaccination. Voilà. Oui, parce que ça apporterait un véritable engagement des citoyens sur cette campagne de vaccination et peut-être une sécurisation juridique également, non ? Oui, tout à fait. C'est le pendant. C'est-à-dire, d'un côté, il y a l'information vulgarisée et la bonne connaissance des patients pour, je dirais, un consentement sans équivoque. Et de l'autre côté, effectivement, la sécurisation juridique pour l'ensemble des acteurs, je veux dire, qui favorisent donc cette vaccination. Donc, comme dans tout acte, finalement, de soins nécessitant un consentement éclairé. Voilà. Alexis Perrol, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez bénéficié de financement pour pouvoir travailler sur ce vaccin de deuxième génération, c'est comme ça qu'on dit, Covep-IT, c'est ça ? Covepit. Covepit, tout simplement. C'est ma déformation avec IT. Qui sont vos investisseurs ? Est-ce que ça a été compliqué de les convaincre ? Alors, on a eu un financement particulier de la BPI, donc de près de 5 millions d'euros pour cette première étude de phase 1-2. Et c'est vrai qu'on a fait une levée de fonds de 18 millions au mois de novembre dernier. Auprès de qui ? Auprès d'investisseurs anglo-saxons, en fait, oui. européens et anglo-saxons, mais aussi français. Bon. Ce qui était important pour nous, c'était que c'était la première fois que des investisseurs américains, par exemple, entraient au capital de la société, ce qui est une forme de reconnaissance de l'intérêt de Ose Immunothérapeutics au niveau français, européen et j'espère international bientôt. Donc ça, c'était important. Et c'est vrai que ce que disait Franck, c'est qu'il faut qu'on arrive à sécuriser notre métier. On prend beaucoup de risques dans notre métier. Il faut que le risque soit le risque que la solution ne marche pas le risque financier. Parce qu'on ne peut pas tout faire et tout porter sur nos propres épaules. Et c'est pour ça qu'il faut un lien entre les pouvoirs publics qui, d'une manière ou d'une autre, sécurisent un financement, les investisseurs privés qui ont envie d'investir dans des sociétés comme les nôtres, qui veulent soutenir l'innovation parce qu'il peut y avoir un retour financier très important. Et à nous, au niveau opérationnel, de trouver la meilleure solution et de l'amener le plus loin possible et d'être positif, effectivement, dans nos études cliniques qui sont le juge de paix. Bon, et donc là, pour les prochaines étapes, tout se passe correctement. Est-ce que ça peut aller vite pour la mise à disposition de ce vaccin qui travaille sur les variants ? Ça va beaucoup dépendre des financements qu'on va obtenir, puisque une phase 1-2... Donc là, la levée ne suffit pas pour la phase d'après. Elle ne suffira pas. Quand vous passez en phase 3, vous parlez en centaines de millions d'euros. Donc, à ce moment-là, soit vous avez un État qui vous achète, qui vous précommande des doses qui permettent de sécuriser ça, soit vous avez le soutien du gouvernement français, de l'Europe, pour vous aider à aller jusqu'au bout. Et avec ça, vous aurez les financements privés, puisque... C'est toujours quand vous faites une levée. Et ça, à décrocher, j'imagine que c'est compliqué, ça prend du temps. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, une force de conviction. Mais bon, pour l'instant, on a la force de conviction et l'énergie. C'est parfois le temps qui manque. Est-ce que vous avez le sentiment que les techs françaises sont écoutées par l'État français ? Parce qu'autour de cette table, régulièrement, on se pose la question. Alors, là-dessus, je pense que ça vient tardivement, mais ça vient. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un regard très attentif sur notre écosystème, l'innovation Plus santé. confiant aujourd'hui ? Plus confiant, c'est sûr, plus à l'écoute surtout de nos problématiques et essayer de co-construire ensemble un écosystème entre les pouvoirs publics, entre le système de santé, parce qu'on en a parlé, mais on en parle assez peu finalement, mais il y a vraiment aujourd'hui besoin d'une continuité entre la création d'entreprises, et nos entreprises viennent massivement de la recherche française, la recherche médicale, et notre système de santé, et au milieu les pouvoirs publics. Et là aujourd'hui il y a une prise de conscience, on voit bien que ça va dans ce sens-là. Il y a encore un certain nombre d'efforts. On a vu aussi une très forte lumière médiatique sur les vaccins. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi regarder tout l'ensemble de la chaîne des traitements, du diagnostic, de la e-santé, parce que ça va être aussi tout cet arsenal-là qui va constituer des éléments pour résoudre cette crise. De quoi faire en France sur les sujets que vous venez d'aborder. Merci beaucoup à Frédéric Quessian, PDG de Calimed Santé, d'avoir été avec nous en visio, à Alexis Perrol, directeur général d'Ose Immunothérapeutics, et Franck Mouton, président de France Biotech et de Terra Nexus, d'avoir été sur ce plateau. Juste après la pause, on change totalement de sujet. On va revenir sur le marché publicitaire, mais cette fois pour s'intéresser aux conséquences sur les contenus.